Ça y est, c'est officiel, le Frandroid F22 est là. Et voilà, vous l'avez découvert, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il coûtera 1599 €. Non, je rigole, tout ça c'est une blague, hein, on arrête. Et je suis avec Atom. Ça va, Atom? Bah franchement nickel. Ça fait très plaisir de te retrouver pour faire ce petit projet ensemble. Vraiment, ça fait trop plaisir de faire un téléphone en 3D. Petite parenthèse pour remercier Nvidia Studio et Rue du Commerce qui nous permettent de réaliser cette vidéo ensemble. Alors du coup, le challenge qu'on t'avait demandé de faire, Atom, c'est de réaliser une publicité pour le Frandroid F22. Bon, alors je te propose qu'on se re-regarde le petit trailer que t'as fait et on va essayer d'analyser et de décortiquer étape par étape par où t'es passé. Oh là là. Ah non mais c'est vrai que c'est beau. Oh, le petit bouton on-off. Ça bouge dans tous les sens. Ah oui, t'as pas mal de modèles là, t'as dû le dupliquer. Exactement. Comme t'as pu le voir dans ce petit montage, du coup, il y a plein de choses. Déjà, la première étape, modélisation. Donc on va faire de la modélisation polygonale, ce qu'on appelle, et ensuite je vais faire les textures. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Substance Painter par Adobe. Ensuite je vais basculer dans Cinema 4D, qui est mon logiciel de 3D, on va dire, pour faire de l'animation et l'éclairage. Ça va être à moi de trouver des plans intéressants dans le montage, les focus sur l'optique que tu peux voir ici, trouver les bonnes lumières qui rebondissent au bon moment quand on fait tourner le téléphone pour avoir en gros un bel éclairage. Là tu peux voir que le téléphone il tourne, et si j'appuie sur play, t'as un petit volet de lumière qui passe devant en mode ouh, c'est stylé. Et là tu vois, on peut voir qu'il y a des petites animations, et ça pareil, Cinema 4D est un outil incroyable qui permet en fait de faire des cloneurs, et en gros il n'y a qu'une modée, on va l'instancer sur par exemple en cercle, on va lui faire des mouvements, donc en fait voilà, ça duplique automatiquement l'objet. Et encore une fois, tout ça, tous ces petits détails que je vous dis techniques d'animation et tout, encore une fois, c'est main dans la main avec la réal. Il y a forcément des gens qui ont trouvé des idées, alors le smartphone, on va le faire tourner sur place. Bon, moi, la réal, c'était moi en 48 heures, qu'on se le dise. Donc c'était un peu le bordel. Mais oui, c'est sûr que quand tu vas chez d'autres marques, ça va être une équipe totale qui va penser les plans, qui va les écrire, qui vont les dessiner, qui vont les repenser, qui vont... Voilà. C'est un travail qui dure plusieurs semaines. Hein. Oh, plusieurs mois, plusieurs mois même, je pense. Ouais. Là, j'ai fait un changement de focale. Ça veut dire que je parlais d'une focale de, on va dire, 50 mm. Et après, plus je me rapproche du téléphone, plus j'ai mis la focale large en 24. Ouais, et ça lui donne une dimension étirée, ça lui donne une dimension immense. Et les gens peuvent croire, par exemple, que le smartphone est grand. Ouais, je vais me regarder des films là, ça va être fou. Donc là, pour le modèle du smartphone, tu me disais qu'il y avait en gros une brique qui avait été faite, mais là j'ai l'impression quand même que c'est plus complexe. T'as une partie en verre, comme tu dis, t'as une partie en métal, donc ça t'as dû créer le corps en métal, puis ensuite le corps en verre. Comment t'as fait? Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la 3D, c'est un travail extrêmement segmenté. C'est rare d'avoir une personne qui sait tout faire. Donc on travaille avec plusieurs personnes. Moi, pour la modélisation, j'ai fait appel à un ami à moi qui est modélisateur 3D. Il a travaillé sur Spider-Man. Votre téléphone a été modélisé par quelqu'un qui a travaillé sur Spider-Man. Lequel? Le No Way Home? No Way Home, exactement. Oh, yeah. Il a fait les textures d'une plaque d'égout visible 1 seconde. Beau CV. Mon pote qui a fait la modélisation de ça, il a travaillé sur une texture de plaque d'égout 1 semaine. Juste une semaine sur ça. C'est incroyable. C'est énervé, donc c'est pareil, je l'ai appelé parce que moi je suis pas très bon en modélisation, donc c'est lui qui s'en est chargé. Moi il m'a renvoyé le modèle 3D et c'est à partir de ce moment-là que moi je vais commencer les textures. Comme tu l'as dit, intéressant, il y a du verre sur le devant, du métal sur le derrière, donc c'est à moi de séparer les zones en fait. Là vous le voyez sur les images, mais en gros mon objet, pour faire simple, est composé d'un maillage, c'est des petits carreaux qu'on peut voir. Et c'est à moi en fait de séparer, délimiter en fait là où c'est du métal, là où c'est du verre, là où c'est la lentille. C'est toi qui dis. C'est moi qui dis, c'est moi qui choisis l'endroit propice pour mettre tel ou tel matériel. Et tel matériel, je suppose, tu lui affectes une certaine réflexion, tu lui affectes une certaine texture. Il y a des règles à respecter, de transparence, de réflexion. Des pubs de téléphone, ils jouent à fond sur les reflets. Les reflets, ils tournent. C'est que ça. Donc là, vous me voyez travailler, je suis en train de mettre des lumières, j'essaye de trouver des bons angles de lumière pour qu'on voit les petits reflets tourner autour des produits. Les lumières, comme on peut le voir sur ce studio, ici, cette lumière-là, on peut voir que c'est pas juste un rond blanc, tu le vois bien. Ah non, c'est plus complexe que ça. C'est ça, c'est plus complexe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les réflexions de l'écran et on peut se dire, oh, ça a été fait dans un studio. Alors que pas du tout. Dans la 3D, il y a un truc qui s'appelle les panoramas HDRI. Qu'est-ce que c'est que ça? Les panoramas HDRI, ce sont des images avec
de grande information de luminosité, que ce soit dans les basses et les hautes lumières, High Dynamic Range Image, c'est pour ça. Et en gros, c'est tout simplement des panoramas. Je pourrais faire un panorama de ce studio-là. C'est une image 360 en gros. Exactement, Voilà, c'est un ça. truc, c'est une caméra 360 qu'on pose, et en général dans les studios comme ça, qui réalisent les pubs pour les grandes marques de smartphones, ils utilisent aussi des panoramas HDRI pour avoir une base d'éclairage, pour avoir des reflets intéressants, puis après on rajoute des lumières comme ce que j'ai fait, que vous voyez à l'écran, pour avoir quelque chose de plus intéressant, de plus soigné, de plus précis. On peut mettre un téléphone par exemple ici, on peut mettre un téléphone dans un bureau, dans un forêt comme t'as dit, c'est libre après, c'est en fonction du résultat réaliste ou pas qu'on veut donner. Et nous là c'est studio. C'est complexe parce qu'au final on pourrait se dire mais pourquoi ils ont pas juste fait leur smartphone en vrai, ils l'ont filmé, et c'est que là ça permet vraiment de le faire bouger dans tous les sens, de faire des modifs de C'est mouvement ça, après exactement. coup. La 3D c'est plus simple, tu rouvres ton projet que t'as sauvegardé, tu refais un changement, ça dure 3 clics. C'est Dans ça. la réalité, allez on remet le set, on appelle non, les gens, on pas met possible. la caméra, c'est un bordel. Bon alors tout ça tu l'as fait, tu me disais qu'il y avait des étapes qui pouvaient se faire très vite et que au final t'as passé plus de temps à penser à créer le smartphone et sa publicité que à réaliser. Ouais. Mais il y a bien un truc qui prend 1000 ans quand on fait de la 3D, si j'ai bien compris, c'est le temps de rendu. Oui, en effet, ouais. Ça peut être plus ou moins long en fonction du projet. Donc nous, en l'occurrence, là, c'est un smartphone, ça va, c'est plutôt rapide, mais il y a des grosses scènes qui demandent beaucoup de ressources. Et c'est là, du coup, que rentre en jeu le hardware. Moi, j'ai bossé sur une machine Nvidia Studio. En gros, il y a des drivers, du coup, qui sont optimisés pour le jeu et pour les créateurs. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est vraiment important. Moi, au début, j'avais pas la notion de l'importance de ça, mais vraiment, moi, c'est ça le RTX Gaming et le RTX Studio. Ouais, exactement ça, c'est très différent en fait. Et par exemple, moi qui utilise Octane, qui travaille main dans la main avec Nvidia, du coup, moi je sais que si je fais pas attention et je mets les autres drivers plutôt que ceux de créateurs, les studios, du coup, je peux avoir beaucoup plus de problèmes dans mes rendus, il peut y avoir des choses mal optimisées, je peux perdre des gains de performance. Donc il faut vraiment bien choisir son driver. Le driver créateur est très important si vous utilisez donc des logiciels créatifs comme ceux que j'utilise là. Donc là, par exemple, avec RTX Studio activé, tu gagnes du temps sur ton temps de rendu, c'est ça ce que tu me dis? Exactement, comme on peut le voir là à l'image, on peut voir qu'il y a vraiment littéralement une case Use RTX. Là en tout j'étais à 50 secondes de rendu par image, hein, c'est pas toute la vidéo, et moi j'avais un gain à peu près de 20 secondes. Je rappelle qu'une vidéo c'est 24 images par seconde, et du coup chaque petite seconde est bon à prendre, surtout quand on est en rush. Moi j'utilise Octane, hein, ça peut être différent sur les autres moteurs de rendu, il y a des fonctionnements différents, mais moi ça fonctionne comme ça. Et du coup, RTX est efficace, comme on l'a vu dans les jeux vidéo, pour de gros environnements, avec des gros rebonds de lumière partout, c'est pareil dans la 3D. Donc si j'ai une grosse scène avec plein d'objets, si j'utilise RTX, moi sur des scènes de forêt par exemple, avec beaucoup d'arbres, littéralement mon temps de rendu était divisé par 2. Et c'est vraiment de la magie, j'ai fait des vidéos sur ça, je vous conseille d'aller voir, j'ai fait des petits stress tests vraiment intéressants, et on a vraiment un réel gain de performance. Bon et du coup tout ça, je sais que tu le fais sur un ordi souvent fixe, mais là t'as ramené un MSI Z16 Creator Studio. Exactement. Sur cette table, est-ce que c'est possible de faire ça sur un ordi portable? Oui, totalement, parce que comme je l'ai dit, on vit dans une ère qui arrive à miniaturiser des choses incroyables, et là-dedans, j'ai une Nvidia RTX 3080, ce qui est fou d'avoir dans un si petit gabarit, et comme j'utilise un moteur de rendu GPU, donc carte graphique, ça puise la puissance à fond, donc c'est très très efficace. Et puis là, il a le label Nvidia Studio, donc ça englobe plein de choses de qualité. Nous les créateurs, on a besoin d'un bon affichage, donc là, on est sûr d'avoir un bel écran par exemple, ça se ressent au niveau des couleurs, RGB, DCI-P3, enfin bref, ils ont une grosse gamme de couleurs efficaces, une bonne carte graphique, donc voilà, il y a plein de choses de qualité qui font que même parfois du son, donc c'est très cool pour les Une créateurs. petite certification pour Voilà, s'assurer qu'on n'achète pas de... C'est très du agréable caca. d'ailleurs de voir qu'il y a d'autres choses que pour les gamers. Parce que pour les gamers, certes, il y a de la puissance, mais on a besoin de besoins plus précis pour les créateurs. Et c'est cool de voir qu'avec ce label-là, on les a. On n'est pas obligé d'avoir une carte graphique ultra puissante, mais il y en a pour tous les prix. Et c'est ça qui est très cool d'avoir des PC où on peut créer, sûr et certain, à n'importe quelle gamme de prix. D'ailleurs, tout ce que tu viens de dire, ça se retrouve dans une liste de PC certifiés Nvidia Studio, chez Rue du Commerce. Alors, il y a plein de promos, allez checker, on vous met le lien en description. Et alors, attends, j'ai une petite question pour moi perso, parce que chez moi, j'ai pas une bête de course. Est-ce qu'avec une carte graphique un peu plus raisonnable que celle que tu as citée auparavant, je peux faire de la 3D? Est-ce que c'est juste les temps de rendu qui vont augmenter ou ça va être ingérable? Moi, on me dit toujours, est-ce que je vais faire de plus belles images avec une meilleure carte graphique? Je vais dire non. Par contre, on peut faire de meilleures images parce qu'on a la rapidité qui fait qu'on peut repasser sur nos erreurs et du coup on peut aller plus vite. Ça, certes. On est plus réactif en fait. On est plus réactif avec le rendu qu'on a à l'image. Donc ça c'est clair que c'est important. Encore une fois, les cartes graphiques Nvidia RTX sont réellement optimisées pour les créateurs par rapport aux concurrents, on va dire, parce qu'eux ils pensent réellement à l'impact que ça va avoir sur les performances réelles du rendu 3D. Donc oui, les cartes graphiques qu'on vient d'aborder, surtout sur cette machine là, les Nvidia RTX 3080 par exemple, ont un temps d'avance on va dire sur les autres parce qu'ils
travaillent main dans la main, comme je l'ai dit, avec les applications comme moi que j'utilise, CinemaKD, Octane, mais pas que, Adobe, il y a plein d'autres logiciels, il y en a plus de 150 je crois, il y a un listing, hein, vous pouvez le voir, il y a un site, et vous savez exactement même le gain de performance, c'est extrêmement bien fait. Donc encore une fois, les cartes graphiques, ça dépend de nos besoins. Alors, l'extrême opposé de ma question, si je suis Pixar, je bosse avec quel PC? Est-ce que je bosse avec ce genre de truc ou pas? Bah alors ça c'est une petite info, c'est intéressant, mais en général les artistes ne font pas les rendus eux-mêmes sur leur PC, ils ont des PC qui sont très performants, mais c'est juste, encore une fois comme on l'a dit, l'étape avant le rendu c'est du confort de travail, c'est juste travailler, pas rendre des images, et après ils balancent tout sur des fermes de rendu, processeurs ou cartes graphiques, et c'est eux qui vont faire tous les calculs. Donc la différence entre eux et moi c'est l'argent et le temps, parce que vraiment ils ont des puissances de calcul, ils peuvent rendre des films maintenant, c'est incroyable. On va faire avec l'échelle qu'on a, mais c'est déjà, par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que de nos jours, ce que font Pixar à l'époque, quand ils ont commencé Toy Story et tout, ça, on pouvait pas du tout le faire. Ouais. Faire un Toy Story de nos jours, c'est largement faisable avec les technologies qu'on a. Tant qu'on a les compétences et les gens, on peut faire des films chez nous. Et c'est ça qui est plus fou. C'est incroyable. Alors qu'il y a 15 ans, impossible, c'est pas possible. Ouais, en fait, ces grands studios-là, ils sont en avance sur ce qui se fait en fait, général. En fonction de leurs besoins, ils conçoivent les technologies. Voilà, donc, ils font leur propre techno, en fait. Exactement. Donc nous, en fait, on récupère les choses qu'ils nous donnent, tu vois. Franchement, merci à Tom d'être venu, c'était hyper instructif. Et surtout, merci pour cette bande-annonce du Frandroid F22 Ultra Max Pro, je ne sais quoi. C'était un projet trop cool, c'était trop bien. Ça donnerait envie de presque l'imprimer en 3D et voir à quoi il ressemblerait en vrai. Bah ouais. Peut-être le prochain projet, ça pourrait être ça. C'est la prochaine étape. En tout cas, et ça se trouve, c'est le début d'une grande épopée à la conquête de toutes les grandes marques de smartphones. C'est ça. On a lancé un truc, on sait pas, tu vois. Merci en tout cas, c'était super intéressant de découvrir tout ça avec toi. Carrément. Et j'espère que ça vous a plu. Merci aussi à nos partenaires de cette vidéo, Rue du Commerce et Nvidia, sans qui évidemment on pourrait pas faire cette vidéo et on pourrait pas faire les 3 vidéos par semaine qu'on vous fait sur cette chaîne. Sinon, en dehors de ça, vous retrouverez Atom sur sa chaîne YouTube et puis sur tous les réseaux sociaux, je suppose. Ouais, carrément. Twitter, Instagram. Si vous voulez apprendre un petit peu plus la 3D, je fais des streams sur Twitch et je vous apprends quelques petits trucs. Et ben écoute, on regardera ça avec plaisir. Merci à tous, à bientôt et vive la 3D. Salut tout le monde.